Le centre-ville de Montréal. Presque tous les édifices construits avant 1980 contiennent des quantités importantes d'amiante. Dans les sous-sols, pour isoler les tuyaux du système de chauffage, et dans les plafonds, pour isoler la structure des bâtiments. Pour ceux qui travaillent normalement ou qui déambulent dans ces édifices, il n'y a apparemment aucun danger. Mais pour ceux qui doivent à longueur de journée effectuer des réparations ou des rénovations, on découvre aujourd'hui de plus en plus d'amiantosés et de cancers. Ce soir, amiantose, la troisième vague. Un dossier de Pierre Dupont et de Jean-Claude Burgère. L'amiante, richesse et poison. Tout le monde se souvient de la découverte du danger qu'il représentait pour les mineurs. On a donc rendu les mines propres. On pensait les maladies enrayées. Mais aujourd'hui, on découvre que d'autres métiers sont encore menacés. Et ce, bien loin des centres miniers. Léopold Girard, lui, ne travaillait pas dans une mine ni dans une usine de transformation de l'amiante. Il a été tuyauteur pendant 42 ans. Lourdement handicapé, il souffre pourtant d'amiantose. C'est le respect qui est le pire. C'est parce que si je marche vite un peu, pas il y a une crise de cœur. Si avec ça, là, avec le déporteur, là, je suis mieux. Je peux sortir un peu alentour. Donc, vous avez enlevé de l'amiante sur les tuyaux pour réparer les tuyaux? C'est ça. Vous avez fait ça pendant longtemps? Toute notre vie. Puis est-ce que vous avez pris des précautions quand vous enleviez l'amiante sur les tuyaux Il pour n'y les avait réparer? aucune précaution, monsieur. Bonjour. On revient pendant le docteur Binet. Richard Gibault et Marc Lapointe ne se doutaient pas non plus qu'ils couraient des risques. Ils sont plombiers tous les deux et n'ont pas travaillé dans les mines. On vient pourtant de déceler chez eux des anomalies pulmonaires reliées à l'amiante. Vu que la décision appartient à la CSST pour trancher. Pour le docteur Jacques Binet, les plaques pleurales qu'on a découvertes chez eux ne sont pas a priori alarmantes, mais elles témoignent d'une forte exposition aux poussières d'amiante. On a fait des teintes d'amiante, qu'on a rentré dans le tank, puis ça rentrait tout dans le tank. On a tout respiré ça. Je suis pas le seul. Que, je dirais 99,9 et 9 dixièmes %, on a tout respiré d'amiante. C'est pas un cadeau. On travaillait dans une balle ronde et ils nous disaient alors moi, toute l'amiante là-dessus, on va changer ce tuyau de vapeur-là. Hey, d'un buanderie, d'un plafond. Hey, tu sortais de là, tu avais le visage blanc. Tu sais, pour toi, c'était de la poudre, c'était de la poussière d'après. Mais c'était pas ça, c'était de l'amiante. Fait qu'on en respirait dessus. Raffinerie, papeterie, chemin de fer, boiler, comme les plombiers appellent, ou système de chauffage, ils ont tous été exposés là. Et tous, je pense à peu près à 99 % ils m'ont dit « je n'avais pas de masque » ou « on le savait pas ». Nous, on est au stage de dépistage, c'est pour ça. En décembre dernier, le docteur Jacques Binet et son équipe du CLSC Centre-Sud de Montréal a complété l'examen des poumons de 457 travailleurs de 3 métiers de la construction. Calorifugeur, tuyauteur plombier et ferblantier. Résultat, 19 travailleurs sont probablement atteints d'amiantose. 165 montrent des plaques pleurales. Elles sont causées par la présence de quantités importantes de fibres d'amiante. Même les laboratoires d'interprétation de Parlab et le radiologiste de Lévis avaient dit on a revu des lésions, mais même chez les mineurs, on n'a jamais vu autant. Là, on est dans une salle de chaufferie, une chaufferie d'un édifice. Et où se trouve l'amiante? L'amiante est partout au plafond. Tous les poutres ont été giclés, le plafond a été giclé. On voit aussi, regardez, c'est beaucoup magané. Il y a beaucoup de bris d'amiante, donc ça veut dire que l'amiante a tombé à terre. Et puis à ce moment-là, on est obligé de la ramasser. Il y a des méthodes de ramasser ça. Il faut que les travailleurs qui rentrent à l'intérieur soient habillés d'une telle façon. Il faut que ça prenne les équipements spéciaux pour ça. Alors, tout ce qu'on voit en haut, là, c'est de l'amiante, ça? Tout ce qu'on voit en haut, c'est de l'amiante. Et ce type d'amiante-là, c'est l'amiante la plus dangereuse. C'est ce qu'on appelle de l'amosite. Et c'est l'amiante, évidemment, qui était la moins chère, donc qui était évidemment la plus utilisée. Comme ça, là, au moment où on se parle, est-ce qu'il y a du danger? Non, il n'y a pas de danger au moment où on se parle, si on n'y touche pas, comme je dis.
Puis les gens vont aller toucher, les gens en mettant des matériaux dessus, les électriciens, les plombiers qui font la maintenance, les gens qui vont changer des lumières. Tous ces gens-là sont vraiment exposés, puis on sait que c'est ces gens-là qui ne se protègent pas. C'est pas les travailleurs qui travaillent dans l'amiante qui se protègent pas, c'est les travailleurs qui font la maintenance. Une fois par année, la loi prévoit qu'on passe au moins un test d'air, OK? Ouais. Et puis ça, c'est des choses qui, je pourrais vous dire qu'à 98 % ne se font pas. Beaucoup de travailleurs de la construction sont en contact régulier avec l'amiante. Ce produit se cache derrière les faux plafonds, floqué sur le béton ou isolant les tuyaux. La plupart des grands bâtiments construits avant les années 80 en sont littéralement truffés. Denis Blanchette a travaillé comme calorifugeur. Pendant 38 ans, à isoler la tuyauterie, les réservoirs d'eau chaude, les bouilloires de chauffage, les systèmes de ventilation. Le 29 novembre dernier, son médecin lui ordonne d'arrêter de travailler. Son amiantose est devenue trop sévère. Avez-vous l'impression qu'on vous vole votre santé? Ben absolument, oui, beaucoup, oui. Oui, parce que, et comme je vous dis encore, des amis de travail qui crevent, hein, c'est 54, 52, 44, 57, 59. Hey, un instant. Ils meurent à... Ben, l'amiantose, ça tue, hein. Et des cancers de poumons, de foie, des intestins. Ça même, ils disent que ça se gorge derrière. Mais avant, on n'entendait pas. On envoyait de mourir, mais on ne savait pas ce que c'était. Mais aujourd'hui, on le dévoile un peu. On commence à le dévoiler aujourd'hui. Imaginez-vous, ça fait 30 ans, 38 ans que je travaille là-dedans. On commence à dire, oh, faites attention à ça, faites attention à ci. On commence à avoir peur. On commence, imaginez-vous. Ça aurait dû faire 20 ans qu'on aurait dû avoir peur de ça. Puis quand il m'aurait dit, moi, à l'âge que j'avais, quand je reviens tout le temps, j'avais un peu. Puis au lieu de me dire, c'est la cigarette, c'est l'amiante, mais j'aurais lâché le métier à l'âge que j'avais. Puis j'avais 30 ans, j'étais encore capable de me faire lui. Mais là, je m'excuse, mais je peux pas parler. Parce que moi aussi, mes heures sont comptées peut-être, mes années, mes jours. C'est pour ça que ça fait pas de la peine quand je vois d'autres gars comme ça. L'amiantose n'est pas le seul danger. Il y a aussi les cancers, dont le terrible mésothéliome, qui est la plupart du temps relié à l'amiante. Une fois déclaré, le mésothéliome est mortel. Voici un morceau de poumon d'un travailleur qui est mort d'un mésothéliome. J'essaie de le sortir. La question, naturellement, le plus souvent, c'est de savoir, bon, est-ce qu'on voit, en fait, de la fibre dans le tissu pulmonaire? Dans ce cas-ci, est-ce qu'il y en a de la fibre? Oui, il y en avait. Est-ce qu'il y a une dose massive de fibre? C'est une dose très massive d'amosite, dans ce cas-ci. Donc, un travailleur qui était exposé à ce qu'on appelle l'amiante brune, si on veut. Donc, l'amiante qui vient de l'Afrique du Sud. Et ça lui a donné un cancer? Exactement. C'était fatal dans son cas? Exactement, oui, c'était fatal, exact. André Dufresne reçoit dans ses laboratoires de l'Université McGill des morceaux de poumons de travailleurs de tous les coins du Québec qui sont morts de mésothéliome et d'amiantose. Dans cette étagère cimetière, la triste histoire de 200 personnes mortes pour avoir respiré des quantités importantes de fibres d'amiante sur les lieux de travail. Il nous faut des contrôles. Il est évident là, que sur les étagères qu'on voit ici, là, il y a de l'histoire professionnelle, c'est le cas de le dire. Des gens qui ont été exposés, en fait, dans les mines ou encore dans d'autres milieux de travail, dans l'industrie secondaire, entre autres, ou dans chantier de construction. Chantier de construction, oui, c'est en fait. On n'en a pas beaucoup, mais on en a. On peut penser parfois qu'il faut être exposé de façon massive très longtemps. Avec le mésothéliome, c'est pas toujours le cas. On a des cas un peu curieux comme ça. Je pense entre autres, deux femmes là, qui réparaient en fait des sacs de jute. Les sacs de jute servaient en fait au transport de l'amiante bleue du chlorsidolite. Alors, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle recevait ces sacs-là, elle devait les recoudre, les réparer, s'assurer qu'il n'y ait pas de trous, ainsi de suite. Elle devait probablement, en fait, secouer les sacs dans la maison et s'exposer, en fait, au chlorsidolite. Alors, c'était pas une exposition environnementale, c'était vraiment, en fait, une exposition là, de travail, si on veut, c'est le cas de le dire. Est-ce que les deux femmes sont mortes à cause de ça? Elles sont décédées, en fait, tous les deux, là, d'un mésothéliome. Il existe encore bien peu de chiffres sur ce type de cancer.
mais Statistique Canada a pu nous fournir une liste de nouveaux cas de mésothéliome au Canada. En 1971, il y en a eu 31. En 1981, 150. En 1991, 235. En 20 ans, une augmentation de plus de 600 %. En Europe, les études sont alarmantes et les médias font écho à des prévisions effrayantes. Les 3000 morts actuels vont plus que tripler. 10 000 morts par an sont prévus vers 2005, plus que les accidents de la route. L'émission française de télévision, Envoyé spécial, a mené une enquête de 8 mois sur les problèmes de santé reliés à l'amiante. Le titre de l'émission en dit long, « Mortel amiante ». On y fait mention de plusieurs études européennes qui établissent un lien entre les quantités d'amiante importées et les maladies. Il faut savoir que près d'1 million d'électriciens, chauffagistes, plombiers et On autres prévoit qu'en câbleurs... tenant compte du temps de latence des cancers, une trentaine d'années environ, on se retrouvera avec une vague de mésothéliome après l'an 2000. Mes réactions, c'est que effectivement, il y a l'amiante, il faut vraiment y faire attention, qu'il y a aussi une augmentation de cancer, surtout du mésothéliome, à travers le monde d'ailleurs. Le docteur Jean-Jacques Gauthier, un pneumologue, dirige le département de médecine de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Depuis un quart de siècle, il suit l'évolution des cancers causés par l'amiante au Québec. Est-ce qu'au Québec, on ne sous-estime pas le danger relié aux produits, à la présence de l'amiante, par exemple, dans une région comme Montréal? Sous-estimé. C'est sûr que on a peut-être tendance à parler qu'on sous-estime, mais quand nous avons 20 ou 40 cas par année par rapport de mésothéliome, par rapport à 6 000 cas de cancer bronchique reliés au tabac, c'est difficile de dire on va vraiment surestimer l'amiante. De fait, pour 1992, le fichier des tumeurs du Québec nous révèle 70 nouveaux cas de mésothéliome. Présentement, dans la rénovation, il n'y a pas 40 des chantiers qu'on enlève de l'amiante où il y a des inspecteurs à temps plein. Mais lorsqu'il n'y a pas d'inspecteurs, les gens le font. Ils le font à la journée longue parce que les gens n'ont pas peur. Quelques entreprises prennent au sérieux la décontamination de l'amiante dans les édifices. Toutes les précautions sont prises. On commence par isoler complètement le chantier du monde extérieur à l'aide de plastique. Les travailleurs portent des masques respiratoires munis de filtres à haute efficacité. On analyse la qualité de l'air à l'aide d'un microscope sur le chantier même. Si on sort en dehors de Montréal, où c'est moins vérifié, si on veut, il y a encore beaucoup d'enlèvements d'amiante qui se fait sans protection, sans utiliser les règlements, si on veut, là. Ça fait combien de temps que vous prenez des précautions comme ça pour enlever l'amiante? Disons, moi, ça fait depuis le commencement, depuis les années 79, où que je travaillais en Ontario dans ce temps-là. Puis depuis que j'ai commencé dans l'enlèvement d'amiante, que je travaille avec les précautions. Mais au Québec, là, est-ce que ça s'est toujours fait comme ça? Non, au Québec, ça s'est pas toujours fait comme ça. Disons que les vraies réglementations sont entrées en vigueur dans l'année 91. Qui sont les gens qui pourraient être exposés à des quantités d'amiante dans une région comme Montréal et pour qui ça pourrait être dangereux? Il y a des réparateurs, comme on dit, les gens qui réparent les ascenseurs, les freins d'ascenseur, le puits d'ascenseur. Il y a beaucoup de poussière d'amiante. Il y a le filage aussi qui est isolé, qui était isolé par de l'amiante, de sorte qu'on a des gens qui ont été des réparateurs d'ascenseurs et qui ont eu des mésothéliums, des gens qu'on ne prévoyait pas. Maintenant, quels sont ceux maintenant qui demeurent les plus exposés? Ça demeure, je pense, les calorifugeurs et les tuyautaires, les plombiers tuyautaires. C'est ces gens-là qui sont exposés de façon très, très importante. Et si ces gens-là qui manipulent l'amiante qui a été posée il y a 10, 15, 20 ans ne prennent pas de précautions aujourd'hui, est-ce que c'est une bombe à retardement dans leur corps? Non? Oui, dans leur cas, c'est une bombe à retardement. C'est un dossier que l'on connaît mal. L'Institut Armand-Frappier revoit en ce moment les rapports de décès de femmes qui habitaient les régions du Québec où l'on produit l'amiante.
On soupçonne que la cause de leur décès a été mal identifiée et qu'elles seraient effectivement mortes d'un cancer causé par l'amiante. Le taux de mortalité relié à l'amiante pourrait donc être plus élevé que ce qu'on croyait.